on va commencer par ce diaporama. Alors, je rappelle, hein, le cours a lieu de 11 heures à 12h30 environ, peut-être un petit peu avant, on terminera peut-être un peu avant, et il y aura des questions. Et comme vous êtes nombreux, malheureusement, je ne peux pas, en tout cas, favoriser les interactions, vous le comprendrez. Donc, il y a le chat. Et puis, à la fin du cours, vous pourrez également me poser vos questions. Donc, oui, il y aura un replay puisque je suis en train d'enregistrer et je le mettrai sur la chaîne YouTube Soit Admission. Voilà. Donc, on va commencer par parler ensemble, par évoquer les grands principes du système éducatif français. Alors, quand vous allez, si vous étiez par exemple étranger, que vous voudriez vous renseigner sur ce système éducatif français, il a des particularités. Et c'est ces dernières que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Parce que tous les systèmes éducatifs ne se ressemblent pas, et celui, en tout cas de l'école de la République française, eh bien, a ses particularités, comme je vous le disais. Il est fondé sur des grands principes qui nous viennent de la Révolution française. Alors, quand on parle de Révolution française, bien entendu, on parle aux grands principes et aux valeurs de notre République hein, qui s'est construite, des principes tels que la liberté, l'égalité, la fraternité. Aussi, on va voir l'ensemble des lois qui ont été votées entre 1880 et 1889. Alors, vous savez qu'on parle souvent de la loi Jules Ferry, mais ce sont les lois Jules Ferry hein, qui ont, en quelques années, eh bien, donné le la de cette école de la République. Et on va voir également la Constitution du 4 octobre 1958 qui, là aussi, donne des indications sur la construction de l'identité française et des principes qui la régissent. Voilà. Alors, bien sûr, l'organisation de l'enseignement public obligatoire et gratuit, laïque, à tous les degrés. Et vous avez cette précision sur le site éducation.gouv que c'est un devoir de l'État. Alors là, je voudrais revenir là-dessus. Quand on vous dit c'est un devoir de l'État, c'est-à-dire qu'on vous vise, vous, fonctionnaires d'État, parce que si vous voulez endosser, eh bien, cette profession de professeur des écoles, bien entendu, vous allez devoir vous fondre quelque part dans ce que l'État français a pour obligation et ce qu'on attend de vous. Donc, cette motivation, eh bien entendu, elle doit aussi s'inscrire dans ces principes, celles que vous allez travailler pour vous présenter le jour de l'épreuve, à travers ces grands principes. Et cette laïcité qui est rappelée dans cette circulaire de 2021, et bien sûr les principes de l'école laïque, obligatoire, etc. D'accord? Donc voilà. Pour l'instant, on part de l'idée que cette école de la République, qui est actuelle hein, aujourd'hui, s'est fondée sur des grands principes qui sont historiques. Parce qu'on ne peut prendre en compte cette situation sans prendre en compte le passé. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir un petit peu, à travers cette frise chronologique, les différents repères. Et comme je vous le disais, on a évoqué 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais on va voir également les lois Ferry, avec la loi Goblet également. Alors, pas d'inquiétude si vous ne connaissez pas, on va les voir tout à l'heure. Hein. La loi de 1905 qui sépare l'Église et l'État, hein. La Constitution de la République. Et alors, cette loi de 2004, elle n'est pas du tout à retenir, hein, mais c'est simplement une loi sur le port des signes et tenues manifestant des signes religieux. Donc ça, ce n'est pas vraiment à retenir. Simplement, ce qui est à retenir dans ce cours-là aujourd'hui, c'est la charte de la laïcité à l'école, parce que bien sûr, ça va être le fondement, et d'ailleurs de l'école de la République à partir des nouveaux programmes, parce que ça doit vous faire rappeler quelque chose, cette loi de 2013. Eh bien, c'est la loi de refondation de l'école, où justement on a repensé, refondé cette école à travers de nouveaux programmes et de nouveaux axes d'apprentissage. Parce qu'on vise à travers cette loi de 2013, eh bien, la réussite de tous les élèves et la diminution des inégalités sociales et territoriales. Et ça, c'est le rôle de l'école. Donc, vous voyez, on part de loin, hein, on part du XVIIIe siècle pour arriver jusqu'à notre époque actuelle et on va voir un petit peu ensemble quel est le contenu de ces lois. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Je regarde dans le chat pour savoir si vous avez des questions. Ça va? Très bien. Alors, on continue. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est reprendre un petit peu les différentes lois hein, qui étaient sur cette frise chronologique que vous avez ici en haut à droite.
Et on va voir un petit ce qu'elle contient et quels sont les articles de loi qui ne sont pas du tout à retenir, mais c'est pour que vous reteniez l'essence des programmes qui vont suivre et d'où, qu'est-ce qu'on a pris de ces périodes historiques si riches et si importantes et qui sont aujourd'hui au sein de notre école de la République. Alors, on parlait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'article 10 nous dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et là, déjà, en 1789, il y avait ces principes justement d'égalité, où chacun avait le droit de croire en ce qu'il voulait. Donc on avait quelque part aussi ces fondements de la laïcité qui faisaient que même si l'État était religieux, d'un point de vue, il n'y avait pas encore de séparation de l'Église et de l'État, mais il y avait des principes d'égalité et de liberté surtout entre les citoyens. Alors ensuite, il y a eu cette loi de 1882. Alors la loi de 1882, elle supprime tout enseignement religieux à l'école en le remplaçant par une instruction morale. Il y a eu donc l'instruction morale et civique, l'éducation morale et civique. Vous voyez, les termes ont évolué, mais à partir de 1882, il n'y avait plus d'enseignement religieux, ça appartenait à l'Église, l'enseignement religieux, et aux parents. Et ce sont les premiers mots du texte de loi qu'on a dans l'article 1er sur cet enseignement primaire obligatoire. L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique. Et c'est-à-dire que l'instruction morale et civique, ça appartient à l'école, parce que bien sûr, ça c'est le fondement de cette école, mais tout ce qui est religieux appartient à l'Église. Donc ça, c'était la première étape à partir de cette loi de 1882. Et ensuite, en 1883, il y a eu une circulaire. La circulaire Jules Ferry, qui était ministre de l'instruction publique à l'époque, parce que souvent on se dit, mais quelle place avait Jules Ferry, donc ministre de l'instruction publique. Et il précise sa pensée à partir de cette loi de 1882. L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église, l'instruction morale à l'école. Donc là, on voit bien qu'il y a une première étape où justement l'instruction morale et civique, ça fait partie de l'enseignement primaire, et l'enseignement religieux, aux familles et à l'Église. Il est hors de question, désormais, de fondre les deux au sein de l'école de la République. Donc, on a aussi, alors vous allez me dire, mais les lois Ferry, il y en a une qui est aussi hyper importante, c'est la loi de 1881. La loi de 1881, et on va la voir tout à l'heure, elle fonde un principe du système éducatif français, c'est la gratuité de l'école. Donc, vous voyez, avec ces lois Ferry, on arrive vers les principes de la gratuité, de la laïcité, où petit à petit, cette sphère religieuse s'écarte de l'école de la République, et qui nous viennent aussi de ces luttes aussi qui ont eu lieu durant la Révolution française et qui nous permettent aujourd'hui de partager ces mêmes valeurs. D'accord? Alors, est-ce que, je vais voir dans le chat, je fais des petits allers-retours pour savoir si tout va bien. Est-ce que ça va? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. Alors, nous continuons. Donc, après la loi de 1882, il y a eu la loi Goblet. Alors, celle-là, on la connaît moins bien, parce qu'on connaît les lois Ferry, mais la loi Goblet, elle va nous donner quelque chose de très important, parce que vous voyez, on a monté petit à petit quelques marches, on écarte l'instruction religieuse. Ensuite, on nous dit que la sphère religieuse, c'est uniquement aux familles et à l'Église. Et la loi de 86, elle parachève, c'est-à-dire qu'elle va finaliser les lois Ferry. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans les écoles publiques, l'enseignement est désormais confié exclusivement à un personnel laïque. Et cette loi Goblet, qu'on connaît si peu, elle est hyper importante parce que si on écarte cette religion de l'école, si on a des enseignants qui ne le sont pas, qui ne sont pas laïques et qui, mine de rien, enseignent la religion à travers, quelque part, implicitement à l'élève, là, on a la garantie à travers cette loi Goblet
que l'enseignement se fera exclusivement avec un personnel laïque, et ça, c'est hyper important parce que ça vient parachever ces lois Ferry. Et vous voyez, on est en 1886, et on voit bien qu'il y a quelque chose à faire encore parce que même si on a bien, à travers les lois, eh bien, donné la place de chacun au sein de l'école, il manque encore des choses au sein de l'État en général, dans la sphère sociale, dans la sphère publique. Et c'est pour ça qu'il y a cette loi de 1905 qui va nous donner des éléments, en tout cas très importants, c'est la séparation de l'Église et de l'État en 1905. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? C'est que la République garantit le libre exercice des cultes. Donc, on est toujours sur ces principes de la Révolution française avec cette liberté. Mais ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire que l'État se désengage de toute idée, de tout subventionnement, de toute subvention de l'école de la République par rapport pas de l'école de la République, mais de l'État par rapport à l'Église. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien une séparation entre les deux parce qu'on sait bien que l'Église avait vraiment un pouvoir sur l'État, que les lois, que les décisions eh bien, étaient prises aussi en lien avec l'Église. Donc 1905, c'est la rupture. Et il en résulte quoi? La neutralité de l'État, le respect de toutes les croyances et l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction de religion. Donc vous voyez, cette France, elle a à cœur eh bien, que tous ses concitoyens, que tous ses citoyens soient égaux, qu'ils aient une liberté de croire, de ne pas croire, de pouvoir aller à l'école sans avoir d'instruction religieuse, parce que si c'est un choix. Par contre, on laisse à l'Église ou aux parents ou aux familles le choix d'éduquer, d'instruire religieusement les enfants. Et donc, la sphère publique, je dirais, et l'école sont désormais en phase avec cette loi de 1905. Ça va pour tout le monde? Ah, alors, on nous dit: «Pourriez-vous parler du cas de l'Alsace et de la Lorraine?» Alors, en effet, l'Alsace et la Lorraine, vous savez que c'est un département dans lequel il y a encore une instruction religieuse, qui est, spécifique à cette région, en lien avec son histoire. Alors, je ne rentrerai peut-être pas dedans, mais c'est vrai que, on pourrait vous demander le jour du concours, je ne vais pas, faire un cours, voilà, sur cette instruction religieuse, dans l'académie, d'Alsace-Lorraine, mais on est sur une particularité territoriale, en effet. Et c'est la seule académie de France hein, où justement il y a cette instruction religieuse. Alors ensuite, on a la Constitution du 4 octobre 1958. Alors la Constitution de 1958, c'est un texte fondateur parce que déjà, elle donne le commencement, le début de cette cinquième République et l'esprit de cette cinquième République. Et là, actuellement, nous sommes toujours dans cette cinquième République. Donc, on doit aussi prendre en compte ce qu'elle contient pour savoir ce qui régit eh bien, aussi notre société. Elle a été adoptée par référendum, donc le 28 septembre 1958, et la laïcité, elle garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire ou de ne pas croire. Vous voyez, on est toujours dans cet esprit. Et l'article premier, et si on a choisi de mettre ce qui va suivre dans l'article premier, ce n'est pas rien, c'est-à-dire qu'on met dans l'article premier ce qui est le plus important par rapport à ce qui va suivre. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. C'est-à-dire que son organisation est décentralisée. On voit bien aussi ici le rappel avec cette rupture avec l'Église, où justement l'État s'occupe des affaires de l'État et l'Église de celles de l'Église. Alors, on est bien donc sur des lois qui ont jalonné, qui se sont succédées et qui ont, en tout cas, ce sont sur ces lois qu'il faut s'appuyer parce que, bien entendu,
vous pourriez avoir une question le jour du concours, vous avez un parent, voilà, qui vous dit que pour des, je ne sais pas, comme c'est Pâques ou Noël ou l'Aïd ou je ne sais quoi, eh bien votre enfant ou à partir des convictions religieuses, ne fera pas de pratique sportive parce que c'est défendu dans cette religion, etc. Eh bien, on ne peut avoir d'interférence, en tout cas au niveau de la sphère individuelle sur la sphère publique. Et il y a bien sûr des textes fondateurs sur lesquels il va falloir s'appuyer. Mais à l'école, on va voir quel texte utiliser, bien sûr, et notamment la charte de la laïcité. Mais on ne dit pas, on ne donne pas un avis juste parce qu'on a envie de donner un avis aux parents, c'est parce que on est dans des principes et en tant que fonctionnaire d'État, on s'inscrit dans ces derniers. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Bien sûr, peut-être qu'on ne va pas partir aussi loin le jour du concours, on ne va peut-être pas vous poser des questions, mais si vous avez des précisions à donner sur ces libertés individuelles qui nous viennent de la Révolution française ou de la loi Goblet ou de la Constitution de 58, ce sera toujours des plus aussi le jour du concours pour montrer votre connaissance du système éducatif. Alors, on me dit, quand elle est décentralisée, est-ce que ça revient à donner plus de responsabilités au département? Alors, non, comme c'était en 58, c'est vrai qu'on n'y est pas encore dans cette décentralisation où on voudrait donner plus de pouvoir au département. Là, c'est vraiment rattaché à à ces années, ces dernières années, hein, ce serait en discussion. Mais là, décentralisé, c'est vraiment séparation des pouvoirs. Alors, on me dit, si un enfant refuse de faire des activités basées sur Pâques ou Noël, on réagit comment? Alors, vous serez toujours dans vos torts, quelque part, si vous fêtez au sein de l'école des temps religieux. Hein. Pâques, c'est religieux. Hein. Noël, ça ne l'est pas, c'est une fête païenne. Hein. Bien sûr, donc, par contre, si c'est culturel, si vous rattachez cela à des éléments culturels, tels qu'Halloween pour les Anglais, etc., eh bien, il faudra aussi défendre votre idée, que ça ne s'inscrive en rien dans des principes religieux, mais c'est que, alors on ne va pas nommer Pâques, parce que Pâques, c'est purement une fête religieuse, hein, ou telle qu'on ne fêterait pas l'Aïd, ou mentionner d'autres fêtes voilà, pas chrétiennes, mais voilà, à un moment donné, on ne peut pas s'inscrire dans l'école de la République à travers des événements religieux qui sont propres aux religions. Par contre, là, on le verra pour les cycles 2 et 3, on peut bien entendu évoquer ces fêtes qui sont rattachées à l'étude d'un pays, de sa religion, et ça, c'est plus aussi au collège. Hein. Alors, oui, alors Pâques, ne mentionnez pas Pâques, mentionnez avril, qui est la chasse aux œufs. Voilà, on fait une chasse aux œufs avec les lapins, etc. Voilà, pas de connotation religieuse parce que vous devez en tout cas d'être neutre. Et si vous mentionnez cette fête de Pâques, eh bien, il faut peut-être mentionner d'autres fêtes religieuses et les amener sans distinction, sans degré aussi d'importance d'une religion par rapport à une autre, vous voyez, mais n'entrons pas dans cette sphère religieuse, en tout cas à l'école, puisque ça n'a pas sa place, sauf, on verra, dans le cadre de l'EMC, pourquoi pas, à travers des débats ou à travers des séances pédagogiques pensées. Hein. Alors, ensuite, on va voir ensemble, après avoir vu ces périodes historiques qui ont construit justement, qui ont construit quelque part ce système éducatif, hein, on va voir maintenant quels sont les grands principes du système éducatif français. Il y a déjà une chose à retenir, c'est la liberté d'enseignement. Alors la liberté d'enseignement, on peut se dire à quoi ça renvoie? Est-ce qu'on est libre d'enseigner ce qu'on veut? Et c'est une question d'ailleurs que vous pourriez avoir le jour du concours, parce que si le jury vous dit alors un des grands principes, c'est d'avoir la liberté d'enseigner, ça veut dire que vous pouvez enseigner ce que vous voulez? Alors bien sûr que non, parce qu'il y a un cadre qui en tout cas régit vos séances pédagogiques, etc. Ça va être les instructions officielles, les programmes de cycle 1, de cycle 2, de cycle 3, dans lesquels vous devez parfaitement
vous inscrire, vos enseignements doivent se limiter à ce cadre. Par contre, la mise en œuvre pédagogique vous appartient. C'est-à-dire que la façon dont vous allez introduire une notion qui est dans les programmes, qui est préconisée bien sûr dans l'enseignement du cycle, eh bien c'est vous qui avez la liberté de la mettre en œuvre. Alors, on sait que justement, en France, on a le service public d'enseignement qui coexiste avec des établissements privés. On a les établissements sous contrat, etc., hein, avec l'éducation nationale. Mais c'est toujours l'État qui a le contrôle de ces établissements. Donc, ça, c'est une première chose. Aussi, dans cette liberté d'enseignement, l'État est le seul habilité à délivrer diplômes et grades universitaires. Et d'ailleurs, quand vous passez une formation, je ne sais pas, CPF, qui n'a rien à voir avec l'éducation nationale, c'est toujours agréé, votre formation est agréée par l'État. Parce que c'est l'État qui est garant pour délivrer ces diplômes et grades universitaires. Alors, les diplômes délivrés par les écoles privées n'ont pas de valeur officielle. Et c'est pour ça qu'on a parfois des écoles de commerce ou privées qui délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Et la réglementation des examens se fait à l'échelle nationale. Donc, pour vous dire, à travers cet exemple, que l'État est présent à chaque fois, c'est-à-dire dans l'enseignement, mais aussi à son issue, c'est-à-dire quand on doit à un moment donné obtenir un diplôme. Parce qu'il est garant de ce qu'il se passe et garant aussi eh bien, de la délivrance de compétences et dans quel cadre elles s'inscrivent. Vous voyez, ça c'est hyper important. Et on va revenir du coup à cette liberté pédagogique, parce que votre liberté pédagogique s'exerce bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, dans le respect des programmes et des instructions du ministre, hein, parce que vous avez les programmes, les BO, et dans le cadre du projet d'école, parce que ça aussi c'est une question que vous pourriez avoir, êtes-vous libre d'enseigner ce que vous voulez à l'école? Si vous êtes par exemple eh bien, dans le cadre des programmes nationaux, est-ce suffisant? Eh bien non, parce qu'il faut prendre en compte aussi le contexte local dans lequel vous allez enseigner. Et un projet d'école, alors je ne vais pas faire un cours sur le projet d'école, mais ça part. Qu'est-ce qu'un projet d'école? On va peut-être le préciser. C'est que ça part d'un constat. Un constat où on a relevé un certain nombre d'indicateurs. Bien que nos élèves, par exemple, n'aiment pas chercher, qu'ils aiment les réponses un peu toutes faites. Que ce qu'on déplore également, ou le constat, c'est que peu de parents sont investis dans la scolarité de leurs enfants. Ce qu'on constate au contraire, eh bien, c'est que beaucoup utilisent le numérique pour échanger. Donc ça, c'est un point. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a des besoins identifiés et des points positifs. Alors, comme chaque fois dans la pédagogie de projet, ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer la situation. Donc, un projet d'école, ça part d'un constat, d'indicateurs, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce que nous avons identifié et qu'il fallait identifier. Donc, on va proposer des axes qui vont être des objectifs, des directions vers lesquelles on va aller. Donc, soit on va travailler l'axe chercher dans tous les domaines, puisque nos élèves ne savaient pas chercher. On va travailler l'axe de coopération avec les parents. Et on va peut-être travailler aussi un autre axe qui est l'école inclusive, parce qu'on aimerait, par exemple, eh bien, perfectionner notre pratique sur l'accueil des élèves en situation de handicap et rentrer plus précisément dans les attendus de cette école inclusive. Parce que peut-être qu'à l'école, on ne le fait peut-être pas assez ou pas très bien. Parce que le principal, c'est de s'en rendre compte. S'en rendre compte. Et donc, vous voyez, les axes vont permettre de déterminer des directions. Mais il va falloir agir. Ce n'est pas suffisant d'avoir des axes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au bout de ces axes, il va y avoir des fiches actions. Et les fiches actions, eh bien, ça va être concrètement ce qu'on fait, comme son nom l'indique, comme action pour atteindre cet objectif. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas arriver dans une école en disant « bon, moi, je fais ce que je veux ». Il va falloir absolument que le directeur ou que même vous, vous renseigniez sur le projet d'école, parce qu'il ne faut pas que ce soit un document papier ou numérique qui soit archivé. Il faut que ce document soit vivant, parce que s'il a été créé, c'est qu'on a besoin de répondre à des problèmes identifiés. Donc, il faut prendre en considération ce projet d'école
Et même si vous avez cette liberté pédagogique à travers votre enseignement, vous avez tout de même des axes de travail à aller chercher dans ce projet d'école. Voilà. Donc, bien sûr, dans le projet d'école, et bien sûr aussi par rapport aussi à ce que préconise la circonscription, parce que l'inspecteur est la personne qui pilote, je dirais, la circonscription, et parfois, mais il y a des obligations. Par exemple, on fait partie d'un projet de lutte contre l'illettrisme, on fait partie d'un plan maths, parce qu'au niveau de la circonscription, les résultats ne sont pas très bons, et il y a bien là aussi quelque chose à faire. Voilà. Mais on retient bien cette liberté d'enseignement, mais qui est rattachée à une liberté pédagogique, bien sûr, en lien avec le projet d'école et le respect des programmes. Ça, c'est important à retenir. Ça va pour l'instant? Alors, le contexte local, on me disait, ça correspond au projet d'école. Oui, en fait, c'est pour ça que chaque école a un projet d'école qui lui appartient. Parce que tout contexte est différent. C'est-à-dire que si j'enseigne en Alsace, tiens, avec cette instruction religieuse qui est peut-être rattachée au projet d'école, si j'enseigne à Nice, si j'enseigne dans l'Académie de Lille, mais en plus, on sait bien qu'il y a des disparités entre les territoires, mais il y a aussi des disparités entre les quartiers d'une ville. Et donc, on peut très bien être dans une ville, dans des quartiers prioritaires, dans des zones d'éducation prioritaire, les REP, hein, et d'être dans des quartiers plutôt aisés au sein d'une même ville. Donc, les besoins ne seront pas les mêmes. Donc, bien sûr, toujours s'adapter au contexte local. Alors, ce n'est pas vous qui allez arriver dans l'école et dire, bon, ben, moi, le contexte local, je détermine qu'il est ainsi. C'est les collègues qui sont là, qui ont établi un projet d'école et qui ont des indicateurs, parce qu'on ne se base en éducation, en pédagogie, jamais sur des impressions, mais sur des faits, sur des constats. Voilà. Alors, du coup, on continue par rapport à ce premier grand principe qui est la liberté d'enseignement, et on a aussi ce grand principe qui est la gratuité. Et là, pareil, le jour du concours, vous pourriez avoir un membre du jury qui vous demande, voilà, donc vous avez besoin pour votre troisième période en littérature, que les élèves achètent un roman. Et puis, vous avez deux élèves qui n'en ont pas parce que ils vous disent que voilà, maman a oublié de le commander, que maman a oublié de ceci, et puis que voilà, chaque fois, ils n'ont jamais leur livre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que du coup, ils suivent avec leurs voisins? Est-ce que vous les pénalisez parce qu'ils n'ont pas leur livre? On peut se poser la question. Alors, peut-être que vous pourriez me mettre dans le chat des petites réponses pour voir un petit peu ce que vous faites en tant qu'enseignant. Donc, les deux élèves, ou deux élèves n'ont pas le livre que vous devez, que vous leur avez demandé d'acheter. Donc, surtout pas pénaliser, on ne pénalise pas. En effet, tout à fait. Alors, oui, alors il y a des personnes qui me disent, je me renseigne de la disponibilité en circonscription. Oui, en fait, en circonscription, on a souvent aussi des œuvres, des romans, parfois en effectif de classe. Hein, donc, vous pouvez très bien aller trouver ces œuvres. Vous pouvez aller aussi à la bibliothèque, en effet. En parler avec la famille, peut-être dans un premier temps. Parce que peut-être la première fois, c'est un oubli, mais si on voit que c'est répétitif, la coopérative de l'école, on me parle de la coopérative, en effet, c'est, comme son nom l'indique, pour coopérer. Et c'est-à-dire que cet argent n'est pas là pour s'acheter, pour aller en sortie en fin d'année, il est là pour permettre à l'école de fonctionner. Et c'est-à-dire à travers justement cet esprit de partage et donner aussi à ceux qui n'ont pas. Cette mission de l'école, puisque cette école est gratuite, cette coopérative, on mutualise quelque part un argent en commun et qui nous permettra de mener soit bien des projets ou justement acheter, pourquoi pas, ces deux livres, qui seraient ensuite à disposition de l'école, parce que ça appartiendrait à l'école. Et si on est confronté à ce même problème l'année d'après, on sait qu'on a ces romans à disposition, par exemple. Mais on ne pénalise pas des élèves qui n'ont pas leur matériel parce que l'école est gratuite.
Voilà, et ça, c'est très important, même si on a encore beaucoup d'enseignants qui disent, voilà, pour demain, si tu n'as pas ta colle, j'en ai assez que tu le demandes à ton voisin. Oui, ben, certes, c'est très fatigant quand les élèves n'ont pas leur matériel, mais si l'élève n'a pas de colle, il n'a pas à être pénalisé parce qu'on ne sait pas hein, derrière, en tout cas, la vie de famille, comment elle se déroule. On ne peut pas être sur des suppositions, voilà. Donc, on n'interprète pas, peut-être que on ne sait pas comment ça se passe, parce qu'on a aussi beaucoup d'enseignants, ça je tiens à le préciser, enfin beaucoup, quand je dis beaucoup, je garde une mesure quand même du nombre, mais qui se disent, ou qui disent parfois aux parents, ben voilà, ben, je trouve qu'il se couche tard, il est très fatigué. Alors, il y a un certain jugement qui est donné aux parents. Et parfois, c'est pas fait exprès, c'est pas méchant, mais on ne sait pas dans quelle situation vivent certaines familles. Et c'est pour ça que parfois, quand il y a beaucoup de retard, et je donne là l'exemple, des exemples concrets, on dit oui, ben, cette famille, elle est toujours en retard, et voilà, on a un jugement négatif sur cette famille. Et pourtant, on ne sait pas que la maman eh bien, fait les 3-8 ou qu'elle rentre à 21 heures et qu'à 21 heures, elle va chercher la petite ou le petit qui est chez la nourrice et qu'à 21 heures, eh bien, le petit est sur la route pour retourner chez lui, le cartable sur le dos. Alors, ces situations, elles ne sont pas très nombreuses, en tout cas, elles ne sont pas supérieures à ceux qui sont dans leur lit à 20 heures, mais il en existe. Et donc, n'ayons pas de jugement sur les familles, ne jugeons pas. Par contre, échangeons, coopérons avec ces familles pour aller voir un petit peu quelles sont, essayer de chercher pourquoi l'élève est en retard, par exemple. Et seulement après, c'est de trouver une solution. Et là, vous verrez que vous n'êtes pas seul à trouver une décision, à avoir une décision. Il y a différents partenaires et on verra, vous l'avez peut-être vu dans d'autres cours de CSE, qu'il y a la coopération. Cette coopération, ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas pour faire beau. On ne coopère pas pour dire bon, super, je coopère, c'est ce qu'il faut faire. Non, c'est parce qu'il y a de réels enjeux dans cette coopération. Et n'oublions pas qu'au centre de tout, il y a cet élève pour qui nous visons la réussite. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas que l'élève, quand on cherche à ce qu'il dorme plus tôt, quand on cherche à ce qu'il soit accompagné, c'est pour viser sa réussite, qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire, parce que les enjeux sont vraiment très importants. Alors, oui, alors il y a certaines familles, en effet, il y a, alors, ce qui ne veut pas dire aussi, en effet, alors on me dit dans le chat, certains ont toujours la colle, certains ont toujours le matériel, et pourtant, ces familles sont parfois en difficulté financière aussi. Vous voyez, on a les deux cas de figure. Mais cette école de la République ne doit pas être dans le jugement de l'élève. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, donc la gratuité, on parlait de cela, hein, le principe de gratuité, c'est depuis la loi Ferry, hein, depuis la loi de 1881 que vous connaissez très certainement. Et la gratuité, elle a été étendue à l'enseignement secondaire parce qu'au début, c'était que l'enseignement primaire. Et donc là, je vais donner juste la date à titre d'information, ce n'est pas du tout à retenir. Et depuis, donc l'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics est gratuit. Et donc les manuels scolaires sont gratuits jusqu'à la classe de troisième, ainsi que les matériels et fournitures à usage collectif. Et dans les lycées, les manuels sont le plus souvent la charge des familles. Hein, on a souvent, on doit parfois voilà, donner une certaine somme pour l'utilisation des manuels. Mais ce n'est plus le cas pour les collèges et ça n'est pas tel que ça l'était pour l'école primaire. Donc la gratuité, c'est un fondement de ce système éducatif français. Ensuite, on a un autre fondement. Et ça, je dirais que vous le connaissez sans doute, mais c'est ce qui sera analysé le jour aussi de l'épreuve de CSE Motivation. L'enseignement public est neutre. Comme ce que veut dire neutre, hein, c'est-à-dire que vous ne donnez pas d'avis. C'est tel que la Suisse, par exemple, hein, quand elle n'entre pas en conflit, elle ne donne pas son avis. Quand on est neutre, eh bien, c'est qu'on ne donne pas d'argument, parce que quand on donne un argument, c'est qu'on est quelque part en faveur de quelque chose, qu'on défend une idée. Et même si vous mitigez à notre propos, ça laisse supposer vos idées. Donc, vous avez une neutralité philosophique et politique. Et cela s'impose aux enseignants, mais aussi aux élèves. Alors, attention, la neutralité philosophique, elle peut être revue, par exemple, dans un débat philosophique.
On va avoir des arguments. Et c'est comme le développement réflexif, par exemple, quand vous avez travaillé cette épreuve pour le concours CRPE, c'est-à-dire que vous n'allez pas donner votre avis en tant que Sandrine, en tant que Lucie, en tant que Jade, vous allez donner votre avis en vous appuyant sur des éléments de votre culture littéraire, artistique, donc sur des événements connus ou reconnus dans notre sphère sociale ou littéraire, etc. Hein. Et ça, ce n'est pas en tant que je, mais à partir, moi en tant qu'individu, c'est ce que je connais dans ma culture et que je peux mettre en avant. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler en votre nom parce que là, vous avez la casquette de professeur des écoles. Et là, vous vous inscrivez dans les principes, dans les fondements de l'école de la République. Et donc, cette neutralité philosophique, mais aussi politique, et comme je vous disais, elle peut avoir lieu dans des débats. On peut très bien parler des régimes politiques totalitaires, avec des cycles 3 ou des régimes politiques démocratiques, et on pourrait comparer à travers des études de documents. Et là, c'est un intérêt pédagogique, parce que quelque part, on cherche à donner aux élèves les moyens d'analyser des situations en lui donnant les outils, les mots et les éléments pour analyser une situation, mais en aucun cas on lui dit que tel régime est mieux qu'un autre. Vous voyez la différence? Pareil pour la neutralité philosophique. On peut évoquer plusieurs points de vue philosophiques, mais on ne dira pas qu'un est supérieur à un autre. D'accord? Donc ça, c'est si on vous demande le jour du concours, est-ce qu'on ne doit pas parler, par exemple, il y a bien des débats philosophiques qui sont inscrits dans les cours à l'école élémentaire, hein. Donc on est bien sur le versant pédagogique, mais attention à ne pas avoir, vous, d'idées en votre nom. Alors, donc on me dit, et dans les débats, par exemple, il n'y a pas de neutralité des élèves? Alors, dans un débat, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas un argument qui sera bon ou un argument qui sera mauvais. Le plus important, ce sera de justifier. On s'en fiche totalement qu'un tel préfère le régime totalitaire parce qu'il se dit que voilà, c'est bien mieux géré, etc., que celui qui préfère le régime démocratique. Ce qu'on va chercher dans un débat, c'est ce que je vous disais, c'est le versant pédagogique. C'est est-ce que mes élèves arrivent à confronter un point de vue, leur point de vue? Est-ce qu'ils arrivent à écouter les autres? Est-ce qu'ils donnent des propositions? Est-ce qu'ils contre-argumentent? Est-ce qu'ils ont des formulations langagières telles que, contrairement à mon camarade, je pense que? Est-ce qu'ils savent utiliser des formules interrogatives? Vous voyez, c'est tout cela. Alors, bien sûr, on va leur préciser, c'est comme dans les dilemmes moraux, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le plus important, c'est de dire pourquoi. Est-ce que ça va? Donc, dans ce principe justement de neutralité, votre enseignement doit être neutre, hein. Par exemple, je ne sais pas, exemple sur la préhistoire. Oui, bah, écoutez, la préhistoire n'a pas réellement existé puisque nous descendons d'Adam et d'Ève, etc. Vous voyez, ça, vous ne pouvez pas le dire. Vous avez le droit de le penser en tant qu'individu, mais le cadre des programmes préconise la présentation de toute du paléolithique, néolithique, etc. Hein. Donc, on ne doit favoriser aucune confession religieuse. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez les évoquer, vous pouvez en parler avec vos élèves, mais simplement, on ne doit pas favoriser une confession au détriment d'une autre. Et bien sûr, tout ce qui est philosophique, politique, vous ne devez pas donner votre opinion, mais on peut en débattre à travers des éléments pédagogiques. Suis-je claire par rapport à ça, pour que vous compreniez bien alors, la réalité de nos écoles descend dans votre comportement et puis une régression. Alors, ah oui, d'accord, oui, la réalité, tout à l'heure, c'était pour le livre. Mais est-ce que pour l'instant, je suis claire par rapport à votre posture de neutralité? D'accord, très bien. Parce que ça, c'est important que vous le compreniez pour que vous n'ayez pas de contresens hein, dans ce que je dis pour la présentation à l'oral. Ça, c'est très important. Alors, nous continuons. Après ces principes de gratuité, de liberté d'enseignement, de neutralité, alors on est sur un grand principe de laïcité. Et ça,
c'est inscrit dans la Constitution de 58, hein, et la laïcité, elle constitue aujourd'hui un des fondements de la République française. Et je suis certaine que le jour du concours, vous allez avoir une question sur la laïcité. Pourquoi? Parce que dans la circulaire de 2021, l'État s'engage, après justement et c'est dans notre maison commune, dans la circulaire de 2021, on nous parle aussi de Samuel Paty, qui est aussi en préambule de cette circulaire 2021. Et on se doit, en tout cas, parmi tout le corps enseignant dans cette maison commune, parce que cette maison commune, c'est l'école qui est appelée tel que cela dans cette circulaire, eh bien, on est les mêmes principes. Et la laïcité est un fondement très important. Donc, c'est l'obligation de l'État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun. Mais ça, on le savait déjà, vous vous souvenez, avec la loi Goblet, la loi de 1905, la Constitution, et c'est rappelé encore avec cette charte de la laïcité, parce que vous savez que vous avez ce document de charte de la laïcité, et c'est l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion. La laïcité, alors il ne faut pas avoir peur de l'évoquer le jour du concours, parce que certains disent que c'est un terrain miné, j'espère ne pas tomber sur ça. Non, en fait, c'est très clair. C'est-à-dire que si vous avez compris votre devoir de neutralité, si vous avez compris le fait que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'emprise d'un groupe d'élèves sur un autre, où justement on a le droit d'exprimer son opinion à travers justement les débats, de donner les arguments pour lesquels on croit à travers un débat, mais que l'autre puisse comprendre ce que vous, en quoi vous croyez, eh bien c'est ça la laïcité. C'est en fait un fondement sur lequel tout le monde pense ce qu'il veut, sans interférer sur cette sphère publique, sur le collectif, parce que dès lors que ça interfère sur le collectif, il y a une incidence. C'est-à-dire que les autres subissent une pression et ne sont plus libres de penser ce qu'ils veulent. Et comme on est tous égaux, parce que ces principes nous viennent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, devant la loi, on a tous le droit de croire en ce qu'on veut et on a le droit d'être défendu, peu importe notre religion ou autre. Donc la laïcité, alors je ne vais pas faire un cours sur la laïcité aujourd'hui parce que c'est aussi une thématique qui mériterait un cours à travers justement comment enseigner la laïcité aux élèves. Mais ça, c'est vraiment aussi un sujet qui est extrêmement intéressant parce qu'il ne faut pas en avoir peur. Moi, en tout cas, c'est le message que je voudrais vous porter. Alors, on a donc la laïcité et on a aussi l'obligation scolaire. Alors, l'obligation scolaire, c'est aussi une particularité de ce système éducatif français. Alors, l'obligation scolaire, vous savez qu'on a la scolarisation des enfants à partir de 3 ans, hein, qui est cette instruction qui est obligatoire, parce que vous savez que la scolarisation n'est pas obligatoire de mettre son enfant à l'école, mais de l'instruire. Depuis la rentrée de 2019, pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France. C'est-à-dire que là aussi, on retrouve un principe fondamental, c'est-à-dire que tous les enfants sont égaux devant la loi concernant l'éducation. Vous vous rendez compte qu'on soit étranger, qu'on arrive de Birmanie, de je ne sais où, eh bien on arrive en France, on peut être scolarisé. Parce que cette école de la République, elle a un esprit. C'est favoriser la réussite de tous. Alors qu'on soit de passage, qu'on soit ici dans un projet de vie, eh bien tous les enfants méritent cette éducation et tous les enfants ont besoin d'apprendre. Et cette scolaire, donc on a, vous le savez, pour les élèves allophones, donc quand ils arrivent en maternelle, ils sont directement intégrés aux classes parce que les apports langagiers suffiront, en tout cas nous l'espérons, pour justement permettre à l'élève d'apprendre et de progresser. Mais pour les élèves qui arrivent à partir de l'école élémentaire, eh bien, ils sont en ULIS. Ce sont des unités, ULIS, pardon, l'ULIS, ça c'est pour l'école inclusive, oui, l'UPE2A. Et justement, ce sont des unités et surtout pas des classes parce que, et ça je vais revenir après sur ce terme, où justement ils vont avoir des temps décrochés spécifiquement dédiés à la langue avec un enseignant spécialisé. Et là, on va parler du vocabulaire de la classe, de l'école, du quotidien, pour
permettre à l'élève d'apprendre des mots et que ces mots lui permettent de vivre, qui lui soient utiles au quotidien et qui lui permettent d'entrer progressivement dans les apprentissages. Et je voulais revenir sur, oui, et en plus on est en plein dedans avec les arrivants d'Ukraine, tu as tout à fait raison Maureen, et c'est aussi peut-être une question que vous pourriez avoir, c'est que l'arrivée de ces élèves allophones, bien sûr ce sont des réfugiés politiques, hein, des réfugiés de guerre, et ils font partie de cette école inclusive. Parce que l'école inclusive, ce n'est pas uniquement les élèves en situation de handicap, c'est aussi les élèves intellectuellement précoces, à haut potentiel, hein, on appelle les élèves à haut potentiel, les élèves en situation de handicap, les élèves allophones, et cette école de la République crée justement ces unités et pas des classes, parce que si c'était des classes, ça voudrait dire qu'ils seraient cloisonnés, ces élèves, et qu'ils feraient partie de classes. Alors, on est en situation de handicap, on est dans la classe des élèves handicapés. On est allophone, on est dans la classe des élèves qui ne savent pas parler français. Vous voyez, c'est hyper stigmatisant. Donc, on est bien sur des unités localisées où justement, on va avoir des temps spécifiquement dédiés à un enseignement qui correspond aux besoins, mais ces élèves appartiennent à une classe. Alors oui, alors tu disais, Maureen, tu as travaillé dans un collège avec des élèves allophones, ils étaient inclus dans les classes, avec 2 heures par semaine avec toi. Oui, en effet, ils sont dans les classes parce qu'ils ont besoin d'être parmi les autres. Ce bain de langage aussi avec les élèves qui maîtrisent parfaitement la langue, c'est aussi un besoin d'être parmi les autres. Hein. Tout à fait. Donc retenez bien unité et pas classe. Hein. Alors, donc la loi qui préconise justement cette obligation scolaire, c'est la loi aussi depuis cette rentrée de 2019, hein, avec la loi Blanquer, la loi pour une école de la confiance. Et donc la famille, comme je vous disais, a 2 possibilités. Soit elle l'instruit à la maison, bon ça c'est possible, hein, mais il faut déclarer au préalable cette instruction parce que là aussi, vous vous souvenez, on parlait tout à l'heure de l'État qui a un regard sur la délivrance des diplômes, sur tout ce qui est enseignement. Et les familles qui décident d'instruire leur enfant à l'école, à la maison, pardon, on la visite, je ne sais pas à quelle fréquence, mais d'inspecteurs de l'éducation nationale. On vient vérifier les acquis des élèves. Et si on voit que l'élève n'a rien appris, que l'élève, en tout cas une instruction qui est limite, qui ne s'inscrit pas du tout dans le cadre des programmes, eh bien, il peut y avoir une alerte et là, l'enfant se demanderait à être réintégré au sein d'un établissement scolaire. Mais donc, les parents ont aussi une autre possibilité, de scolariser leur enfant dans un établissement public ou privé. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça qu'on a des enseignements, des établissements privés, où justement, il y a aussi des enseignements religieux, où, que les élèves ne sont pas obligés de suivre. Hein. Vous pouvez très bien être dans un établissement privé, où vous ne choisissez que les enseignements rattachés au cadre institutionnel français, et pas l'enseignement privé religieux. Vous voyez, ça c'est aussi une possibilité. Donc l'obligation scolaire, ça c'est important. Alors j'ai envie de vous poser la question, si le jury vous disait, alors vous avez un élève de 4 ans en moyenne section et qui est souvent absent. Hein, et donc vous avez échangé avec les parents, vous dites oui mais à 4 ans vous savez, c'est pas très important, hein, voilà, j'attends, quand il rentrera en CP, là je me poserai moins de questions et là je le mettrai un peu plus à l'école. Là, 4 ans, vous savez, il peut rester à la maison avec moi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, UPE2A, alors je réponds tout à l'heure, pas de souci, hein, je le note. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette... Parfait, vous avez mis la réponse. Par rapport à ce parent qui vous parle, qui prend à la légère hein, cette instruction obligatoire. Oui, on me dit en effet, cette loi vise à réduire les inégalités. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, si l'élève ne vient pas, l'écart va se creuser entre justement ceux qui viennent régulièrement, qui entrent dans les apprentissages, qui apprennent et qui progressent, et ces élèves qui justement ont beaucoup de ruptures dans leur parcours, ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien,
la progression, ben, elle se fait de manière hésitante, hein. Et donc, ça va totalement à l'encontre des projets que se fixe le gouvernement. Donc, on rappelle bien entendu la loi. Alors, avant la loi, on va expliquer les bienfaits pour l'élève. Et puis, bien sûr, à la fin, parce que si vous rappelez tout de suite la loi, on peut aussi, pas offenser, mais en tout cas, donner la tonalité de l'échange qui est la loi nous dit que. Alors qu'on va peut-être mettre l'enfant au centre, et puis le rappeler aussi les obligations des parents à instruire leur enfant. Et s'ils ont inscrit leur enfant à l'école, ils ont cet engagement auprès de l'école à le mettre régulièrement. Et d'ailleurs, pourquoi délivre-t-on un certificat de scolarité à un élève ou à sa famille? C'est parce que l'école atteste que l'élève vient régulièrement à l'école et qu'il suit régulièrement les apprentissages. Voilà. Donc, en effet, c'est aller totalement à l'encontre de ce que fixe le gouvernement, réduire les inégalités. Donc, c'est en cela que l'élève doit venir régulièrement. Voilà. Et puis aussi, alors je le lis dans le chat et ça me fait plaisir, heureusement, c'est que l'école maternelle a un rôle à jouer. Souvent, l'école maternelle, alors moins maintenant, mais on dit que on pensait que c'était là où on joue, là où on s'amuse, il n'y a rien de sérieux, et qu'en CP, les choses sérieuses commencent. Eh bien non, et ça je pense que c'est le rôle de l'école lors de la présentation en début d'année, en septembre, vous savez, lors de la réunion parents-professeurs. Vous avez un rôle à jouer là-dedans. Le directeur a un rôle à jouer, l'équipe en général a un rôle à jouer par rapport au fait de montrer aux parents les missions de l'école maternelle, les différents domaines d'apprentissage qui la composent, ce qu'on y fait. Alors certes, il y a le jeu, mais le jeu, pourquoi est-il là? Parce qu'on joue. Le jeu est un prétexte pour apprendre. On explore, on découvre, mais derrière, il y a bien sûr le fait de partir de ce jeu libre à un jeu structuré, c'est-à-dire qu'on va entrer dans les apprentissages et l'élève va apprendre en découvrant. Parce qu'à cet âge et dans le développement de l'enfant, on a besoin de passer par le corps pour comprendre. Alors si on laisse le terme jeu juste comme ça, alors tout le monde peut l'interpréter. Mais quand on l'explique, eh bien là, c'est différent. Donc là, je dirais que, et ça c'est aussi une question que vous pourriez avoir, parce que vous pourriez avoir un jury qui soit spécialiste de l'école maternelle, et ça va être son dada, hein, l'école maternelle, comme si vous tombez sur quelqu'un du numérique. Et l'école maternelle, bien sûr, c'est le rôle que vous pourriez avoir, vous, auprès des parents, déjà, dès cette première rentrée, parce que en cette réunion de septembre, on donne quelque part le cadre dans lequel on va fonctionner. D'accord? Est-ce que ça va par rapport à cette instruction obligatoire? Alors bien sûr, si l'enfant est souvent absent, qu'il a des soucis de santé et qu'il y a des justificatifs, là, on ne peut rien faire, bien entendu, hein. Il a, en tout cas, chaque absence est justifiée. Et voilà, donc ça, il n'y a aucun souci. Mais toujours, par rapport à l'absentéisme, eh bien, échanger avec les parents dans un premier temps, plutôt que d'envoyer un courrier de l'école pour dire que les absences sont trop nombreuses, etc. Alors, on peut le faire, bien sûr, dans les petites écoles, parfois dans les grandes écoles, c'est un peu plus compliqué, mais il faut prendre le temps parce que je dirais que c'est pas, je dirais, au directeur de gérer l'ensemble, s'il a 12 classes, par exemple, ou 9, c'est pas à lui de gérer l'ensemble des 12 classes, c'est chaque enseignant qui doit aussi se soucier de ses élèves. Et ça, cette mission n'incombe pas exclusivement au directeur d'école, mais aussi à l'enseignant de prendre le téléphone pour dire, voilà, je viens prendre des nouvelles d'un tel parce que ça fait 2 jours qu'il n'est pas là et je n'ai pas eu de message de votre part. Et là, vous envoyez quelque part un signal. Ça veut dire que quand on est absent, eh bien, on appelle, voyez. Et puis, c'est aussi peut-être un réflexe que les parents vont adopter. Alors, maintenant que nous avons vu les principes de cette école de la République, hein, on va maintenant prendre, en tout cas, conscience que l'école, ça va être le lieu de transmission de toutes ces valeurs. Vous savez, tout ce qu'on a vu, ces grands principes de liberté, d'égalité, où chacun a le droit de croire, de ne pas croire. Alors certes, c'est écrit dans les textes, dans cette constitution, dans les droits de l'homme, euh, dans la loi de 1905, mais comment, en tant que citoyen, être conscient de tout cela, si ce n'est pas l'école
qui déjà l'apprend dès le plus jeune âge. Et donc, ça, il y a une chose qui est assurée, c'est que sans l'éducation, la transmission des valeurs de la République ne peut être assurée. Alors vous allez me dire, certes, il y a les familles, il y a un rôle à jouer des familles, mais est-ce que toutes les familles aussi sont au fait de ces valeurs? Je prends un exemple, l'égalité filles-garçons. On a déjà certaines familles qui ne sont pas conscientes de ces inégalités au quotidien. Certaines qui continuent à acheter, par exemple, je ne sais pas, des dinosaures aux garçons, des poupées aux filles, ou qui pensent que, oh, c'est un garçon, donc s'il n'écrit pas très bien, ce n'est pas grave. Oh, tu es une petite fille, tu dois bien t'appliquer. Oh, ce genre de jeu n'est pas destiné aux petites filles, c'est plutôt aux garçons. Vous voyez, on a encore ces préjugés, ces stéréotypes qui sont au sein des familles. Donc, comment voulez-vous que si ces familles n'en sont pas conscientes, elles puissent eh bien, l'enseigner aux élèves? Donc, l'école a une mission. L'école, puisqu'elle forme ses enseignants à travers la formation initiale en INSPE, à travers la formation continue, à travers les textes réglementaires dont vous devez avoir connaissance aussi, alors pas dans leur intégralité, mais vous connaissez l'esprit des programmes tout de même. Et déjà, à travers ce cours d'aujourd'hui, j'espère que vous avez déjà compris les principes fondamentaux et dans lesquels vous allez vous inscrire en tant que professeur des écoles. Donc, vous voyez qu'en effet, on ne peut pas compter sur les familles, en tout cas, et c'est que ce rôle revient à l'école. Alors, l'école, comment elle va s'y prendre? Elle va agir seule, parfois, à travers des manuels, tout ce qui est pédagogique, mais elle va aussi se mobiliser aux côtés de ses partenaires, parce que l'école a des partenaires. Et je voudrais aussi vous dire que cette dimension individuelle, parce que vous vous projetez professeur des écoles, et vous vous imaginez dans votre classe avec vos élèves, mais c'est une dimension qui est quelque part erronée, parce qu'elle n'est pas suffisante. Cette dimension, elle doit aussi s'imaginer à l'échelle collective. Et je dirais qu'elle est peut-être plus collective qu'individuelle, cette dimension, quand on est professeur des écoles. Parce qu'on coopère avec le RASED, vous savez, ce réseau d'aide en difficulté. On coopère avec les parents, on coopère avec les partenaires territoriaux, parce que souvenez-vous, on est dans un contexte local et on a besoin d'agir avec les partenaires locaux. Et on agit aussi parfois en partenariat avec, pourquoi pas, des plateformes nationales. Bref, on agit, on coopère. Et on ne peut imaginer une pratique de classe sans ce partenariat. Alors, et pourquoi aussi? Parce que ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez pluridisciplinaire en tant que professeur des écoles. Mais on n'est pas spécialiste de toutes les matières, vous l'imaginez bien. Peut-être que vous avez une formation en art plastique ou en littérature. Donc, tous les cours qui seront liés à la littérature ou au français, vous allez avoir une certaine facilité à les préparer. Et tout ce qui est mathématique, peut-être que, ou autre, hein, ça va être un peu plus compliqué parce que les notions seront moins évidentes. Mais donc, on a aussi des partenaires. On a des conseillers pédagogiques en circonscription qui peuvent aussi nous aider dans notre pratique. On a, si on ne connaît pas, je ne sais pas, si on veut travailler l'égalité filles-garçons, eh bien, ou la notion de harcèlement, faire appel à des associations qui connaissent peut-être pourquoi pas. Alors, des associations, attention, ça aussi c'est réglementé, mais qui pourraient venir évoquer au sein des classes eh bien, ce qui existe ou des situations de classe. Et je pense aussi, par exemple, au site Non Harcèlement qui a évolué maintenant, qui ne s'appelle plus ainsi, mais qui s'inscrit dans le programme PHARE, P-H-A-R-E, le plan de lutte contre le harcèlement, justement, où justement on a des vidéos nationales, des ressources à disposition des enseignants. Donc, on n'est pas seul quand on est face à ses élèves, et cette transmission de valeurs ne peut pas se faire uniquement à l'échelle individuelle. Et la transmission des valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté, culture de l'engagement, et ça je vais y revenir, et de lutte contre toutes les formes de discrimination sont au centre de cette mobilisation. Et je dirais que, vous voyez ces termes-là, ce sont des termes qu'il va falloir travailler pour l'oral. Donc laïcité, on a vu, enfin, donc on pourra, il y a d'autres, j'aurai un cours de toute façon sur la laïcité, mais bon, après, la citoyenneté, on peut voir aussi comment la développer, en tout cas ce qu'on cherche à l'école. La mission de l'école, je vais la rappeler, c'est de viser la réussite de tous les élèves. Ça, c'est la première chose. De réduire les inégalités, vous êtes d'accord? Ça, ce sont les deux objectifs fondamentaux de cette loi de refondation de 2013. Mais c'est aussi
de permettre aux élèves de devenir des citoyens éclairés. Et quand je dis éclairés, c'est qu'ils aient, ces élèves, les éléments à leur disposition pour pouvoir juger une situation et en faire eux-mêmes l'analyse et ainsi prendre eux-mêmes une décision. Et c'est en cela qu'on cherche à l'école à développer l'esprit critique des élèves. Et c'est pour ça que cet esprit critique, vous voyez, qu'il y a un pont aussi avec cette culture humaniste qui prône l'ouverture, qui prône cet esprit critique, cet esprit des Lumières également qu'on retrouve dans cette école de la République aujourd'hui. Et cette culture humaniste, on la retrouve en tant que telle dans la circulaire de 2021. Donc, on souhaite que nos élèves deviennent des citoyens éclairés et qu'on développe la culture de l'engagement. Parce que souvenez-vous, un des principes aussi fondamentaux, c'est respecter autrui. Lire, écrire, compter, mais respecter autrui. Et parce que respecter autrui, il y a aussi cette dimension de citoyenneté, de cette culture de l'engagement, du respect de l'autre, qui est aussi au sein de cette école de la République. Et bien sûr, quand on a cette culture de l'engagement, du respect, eh bien, on sait qu'on ne discrimine pas, qu'on n'harcèle pas. Vous voyez, il y a de réels enjeux derrière à développer toutes ces valeurs républicaines. Et c'est en cela que ce ne sont pas des thématiques pour faire beau, c'est parce que derrière cela, il y a de réels enjeux sociétaux. Et donc l'école, elle est au centre de cette mobilisation parce que pédagogiquement, vous avez un rôle à jouer. Et ça, je le disais la dernière fois, le jour du concours, on va évaluer votre culture de l'engagement, est-ce que justement tous ces principes, vous-même, vous les portez, la laïcité, la citoyenneté, parce qu'il y a une chose aussi évidente, comment voulez-vous partager ces principes à vos élèves, ces valeurs, si vous-même, vous ne les avez pas en vous? Ce serait un comble. Donc, le jour du concours, c'est ce qui sera évalué chez vous. Donc ça, c'est à retenir. Je vais voir dans le chat pour voir si vous avez l'EMI. Éducation aux médias et à l'information. En effet, on a... alors ça, c'est une compétence transversale. Je dirais qu'il ne s'inscrit pas dans un volume horaire, l'éducation aux médias et à l'information, parce qu'à travers cet enseignement, on cherche à développer l'esprit critique de nos élèves. C'est-à-dire qu'on a une image, et puis vous savez que les réseaux sociaux, eh bien, ça va à profusion, hein, tout ce qui est image, information. Et on a besoin de prendre un certain recul sur l'information, et nous aussi en tant qu'adultes. Est-ce que ce qu'on me montre à l'image, je dois le prendre comme une vérité? Quelle est la source? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est monté? Etc., etc. Et donc, on apprend à nos élèves à développer cette culture, cet esprit critique à travers l'EMI, l'éducation aux médias à l'information. Alors, on me dit, peut-on mentionner qu'on a fait du tutorat dans le cadre associatif? Alors oui, et ça, je vais revenir tout à l'heure, mais je garde ta question pour tout à l'heure parce que c'est intéressant. Je note. Hein. Voilà, donc ça, on retient bien les valeurs de la République. Et donc, comment vous allez former à la citoyenneté? Alors, tu as parlé de l'EMI, je suis d'accord avec toi, mais on a bien sûr l'enseignement moral et civique. Et l'enseignement moral et civique, qui est dans le cadre des programmes, ça avec un volume horaire, hein, a un objectif, c'est de favoriser le développement d'une aptitude à vivre ensemble. Vous voyez, en fait, on retrouve cette dimension collective. Parce que là encore, on a l'élève en tant qu'individu, mais l'élève qui s'inscrit parmi les autres, dans le groupe classe, dans l'école et à terme dans cette société. À favoriser le développement d'une aptitude à vivre ensemble dans une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et ça, ce sont les programmes. Et ça vous fait penser à quoi? Eh bien, ça vous fait penser, texto, à la Constitution de la Ve République. Pour vous montrer que ce sont des fondements hyper importants. Donc, l'enseignement moral et civique introduit une logique d'appropriation par les élèves des principes d'autonomie, de discipline, de coexistence des libertés et de communauté des citoyens. Et là, il y a un mot qui veut tout dire, c'est introduire une logique d'appropriation
par les élèves. Je m'explique. Vous arrivez avec votre affiche ou votre livre ou un polycopier que vous distribuez. Alors voilà, aujourd'hui, on va travailler l'égalité. Et là, ils ont un petit texte où il faut répondre à des questions. Vous prenez la feuille, vous la corrigez, et là, vous pensez que vos élèves ont travaillé le principe d'égalité. Vos élèves ont-ils eu une appropriation par eux-mêmes de cette notion? Non. Comment aurions-nous pu imaginer ce travail d'égalité? Peut-être à travers un dilemme moral, de penser que, de donner une phrase, est-ce qu'on est libre quand, je ne sais pas, une question philosophique, peut-être que de faire vivre un débat, de faire échanger les élèves sur une thématique, une problématique, de confronter des points de vue, de donner à vos élèves les arguments ou les outils pour pouvoir échanger, ou peut-être de confronter deux documents, bref, ça permet de leur faire vivre une situation. Et eux-mêmes, d'en comprendre le sens et d'arriver eux-mêmes à quelque chose d'hyper important, la trace écrite. Eh bien, d'après tout ce qu'on a vu, les enfants, qu'est-ce qu'on peut donc en penser? Eh bien, on peut penser que, et là, on arrive sur une phase d'institutionnalisation, comme on appelle, hein, une phase de trace écrite, où les élèves sont pleinement acteurs, parce que ce sont les élèves qui ont vécu, et ce sont les élèves qui ont eux-mêmes déterminé cette clôture de séance, ce résumé de classe. Voilà. Est-ce que je le suis en train de lire en même temps le chat? Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Très bien. Je prends un petit peu votre avis pour savoir s'il y a des petites choses à revoir. Hein. Alors, vous avez donc l'EMC, qui est justement l'enseignement par excellence pour travailler cette ouverture d'esprit, cet esprit critique et cette appropriation par l'élève des valeurs de la République. Et ce que vous allez travailler aussi, ça c'est important de le préciser, dans le cadre de l'EMC, sera profitable aux autres séances. Je m'explique. Vous êtes en français ou en mathématiques. Eh bien, si vous avez déjà travaillé les valeurs, les principes, ça va être, si on les a compris, ces valeurs, on sait, on connaît leur sens, et on va, à un moment donné, si on y met du sens, on va les appliquer. Et donc, dans d'autres domaines, eh bien, il y aura ces valeurs qui seront mises à profit, je ne sais pas, dans des séances où on va peut-être plus facilement écouter le point de vue de l'autre, respecter autrui, etc., etc. On va peut-être être plus dans l'entraide également. Donc, vous voyez, tout cela, et on pourrait même faire le lien avec le climat scolaire parce que la CSE, ne le voyez pas comme un gros paquet, comme un gros mammouth, comme tout à l'heure je vous le caricaturais. Hein. C'est plutôt comme des choses bien ancrées qui nous viennent de tout ce qu'on a mentionné depuis le début de ce cours et qui, entre ces éléments, il y a des ponts, des liens à faire. Il y a des évidences en fait. Parce que, eh bien, respecter autrui, c'est avoir compris que justement, on peut avoir une idée différente, etc., etc. Et vous voyez, il y a des liens, et si on peut respecter autrui, c'est qu'on est dans un climat scolaire apaisé, à l'échelle de la classe, par exemple, et que, voilà, c'est en tout cas, il y a bien des liens qui peuvent être faits entre ces éléments. Alors, vous avez aussi un autre élément dans le parcours au niveau pédagogique, c'est le parcours citoyen de l'élève. Alors, le parcours citoyen, là aussi, je ne vais pas faire un cours sur les différents parcours. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le CV de l'élève, curriculum vitae de l'élève. Ce n'est pas je dirais, un enseignement hebdomadaire ou autre, c'est que l'élève a suivi telle formation au cours de son enseignement à l'école primaire. Donc peut-être qu'il a, je donne un exemple, participé à un projet sur la lutte contre le harcèlement ou contre les discriminations. C'est comme dans un CV, par exemple, vous avez projet, formation, et ce que vous avez suivi comme formation. Et ça permet d'attester des connaissances ou des compétences. Bien, le parcours de l'élève, c'est ça, parcours citoyen. Et l'école et l'établissement,
sont compris comme des lieux justement où les élèves exercent des responsabilités reconnues. Ça, c'est les programmes sur le parcours citoyen. Et les écoles, les établissements sont des lieux d'apprentissage individuel et collectif de l'exercice démocratique de la citoyenneté politique. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, je vous donner l'exemple de faire vivre une situation de liberté ou d'égalité plutôt que de donner un polycopier ou un document que les élèves vont lire de façon individuelle. Eh bien, votre mission, ça va être à l'échelle individuelle mais collective, où les élèves vont se rencontrer, échanger, apprendre ensemble et de vivre des principes démocratiques. Un autre exemple, le vote, qui caractérise la société démocratique dans laquelle nous vivons. Eh bien, on peut faire vivre une situation démocratique à l'échelle de la classe. Par exemple, on est avec des CP ou des CE1. Aujourd'hui, les enfants, nous allons travailler sur un projet, mais nous avons besoin pour cela de nous documenter sur voilà, je ne sais pas, les herbiers. Est-ce qu'on va au musée? Est-ce qu'on va en forêt? Alors là, on ne sait pas vraiment, mais il y a une chose qui peut départager de façon équitable les différents avis, eh bien, on va faire voter les élèves. Et là, un simple questionnement, va-t-on au musée ou en forêt, va se prêter à une situation telle que pourrait être le vote dans un bureau de vote, avec l'urne, l'isoloir, etc. Et on peut faire vivre une situation démocratique à l'échelle de la classe. Et là, les élèves y mettent du sens. Et un jour, quand on leur parlera de vote ou de situation démocratique, ils feront la référence en disant « Ah, mais c'est comme avec ma maîtresse ou avec mon maître quand on a voté pour le musée, etc. » Et là, en tant que citoyen, vous leur donnez les moyens d'analyser une situation et de comprendre un principe, l'égalité, la liberté. Et là, la société démocratique permet à chacun d'exprimer une opinion, par exemple, mais que c'est l'intérêt collectif qui va primer. Vous voyez, bien des messages derrière. Alors, là, il est 12h16. Je vais vous demander si vous avez des questions sur le cours pour passer ensuite à la suite par rapport à l'épreuve de CSE Motivation. Pour répondre peut-être à vos questions, tout à l'heure, on me demandait est-ce qu'il faut dire qu'on a travaillé dans l'associatif, etc., etc. Mais d'abord, par rapport au cours, est-ce que ça a été? Alors, dans le chat, je lisais, je trouve que c'est de plus en plus compliqué le respect. Alors certes, c'est un constat que vous pouvez faire, mais souvenez-vous, en tant que pédagogue, le jour du concours, vous allez ne pas mentionner ce constat, ou si on vous le mentionne, c'est-à-dire que vous avez les armes pour agir, et les armes pédagogiques. Donc, le constat de la société, ce n'est pas vous en tant qu'individu qui allez le faire, bien sûr, attention, hein, mais bien sûr, recontextualiser dans l'exercice de votre fonction. Alors, on va maintenant voir la suite très rapidement, hein, mais je voulais vous montrer le document qu'aura le jury. Donc, vous allez avoir 5 minutes de présentation qui vont être suivies de 10 minutes d'entretien. Et les candidats admissibles vont devoir envoyer ce document qui est sur l'arrêté de janvier 2021. Et donc, c'est un modèle qu'aura le jury, donc vous allez vous identifier avec les études et formations initiales, formation, stage, et donc les organismes dans lesquels vous avez fait vos formations, vos stages, la durée, etc. Et le cadre qui est réservé aux titulaires d'un doctorat. Alors, bien sûr, il y en a qui vont se dire, mais est-ce que si j'ai pas grand-chose à dire, est-ce que je vais être pénalisée? Comment ça va se passer? Donc ça, c'est une première chose, c'est que ce n'est pas parce que vous aurez un parcours où il y aura eu peu d'événements que vous serez pénalisé. Ce qu'il va falloir faire, c'est développer vos valeurs, c'est-à-dire vos valeurs, cette culture de l'engagement. Par exemple, on m'a dit, est-ce que je dois dire que j'ai travaillé bénévolement dans un milieu associatif? Oui, parce que si vous avez fait partie de cette association, en plus en tant que bénévole, c'est que vous avez voulu défendre une cause ou aider en tout cas les participants à atteindre des objectifs, ou vous avez en tout cas
cette culture de l'engagement qui fait qu'aujourd'hui, vous partagez ces mêmes valeurs de l'école, qui sont cette culture de l'engagement, cette ouverture d'esprit, cet esprit critique, etc., etc. N'allez pas mentionner le fait que vous avez travaillé dans une bibliothèque, par exemple, et pendant 3 minutes, vous dites ce que vous avez fait à la bibliothèque. J'ai rangé les livres, ensuite j'avais ce contact avec les clients. Alors ça peut être très intéressant, hein, mais en fait, à un moment donné, là, comme je vous disais, on tourne autour du pot. Et quels sont il va falloir aussi vous sortir de ce carcan que vous êtes en train de décrire. Alors, on aimerait en sortir. S'il y a des valeurs, certes, dites-le, mais à un moment donné, en tant qu'individu, à l'extérieur de ces bibliothèques, qu'est-ce que vous avez comme valeur en vous, hein, et là, vous pouvez parler de vous en tant qu'individu, et bien sûr en lien avec le fait d'être professeur des écoles. Donc peut-être que vous avez eu des fonctions qui vous ont fait que l'organisation pédagogique ou l'organisation d'une équipe, le fait de préparer en amont ou travailler sur une pédagogie de projet, je ne sais pas. C'est-à-dire que vous êtes parti d'un constat, vous avez mis en œuvre des actions, vous les avez évaluées. Ça, par exemple, ça fait partie exactement du processus pédagogique d'un enseignant. Il évalue aussi ses dispositifs, il réajuste sa pratique. Est-ce que le partage de certaines valeurs que vous voudriez mettre au profit des élèves de la société française, pourquoi pas comprendre aussi peut-être que si vous êtes sur une reconversion professionnelle, que vous étiez sur d'autres objectifs et que vous avez priorisé ceux de l'engagement, ceux du partage des valeurs et que vous voudriez mettre là au service des autres, par exemple. Donc, bien sûr, allez parler. Alors, ne dites pas surtout, je voudrais être professeur des écoles parce que j'aime les enfants. Ça, c'est rédhibitoire parce que c'est une réponse bateau, je dirais. Et aussi, pendant le Covid, j'ai fait l'enseignement à la maison et j'ai beaucoup aimé. Donc là, ça, ce n'est pas à dire. Hein. Et parce qu'on a parfois des candidats qui imaginent, mais il vaut mieux faire des faux pas avant le concours, hein, c'est bien, voilà, au moins vous savez que vous ne devez pas le dire le jour J. Donc, essayez de présenter votre parcours de façon à ce que le jury ne s'ennuie pas, que vous puissiez parler d'éléments, mais que vous puissiez en changer. Vous allez voir, 5 minutes, ça passe très vite. En tant que parent d'élève élu, est-ce que vous pouvez dire que vous avez été parent d'élève élu? Si vous êtes parent d'élève élu, c'est pas ça le plus important, c'est que quelque part, vous êtes dans cet esprit de coopération et de vouloir être dans des situations d'écoute, de partage, d'engagement aussi, parce que tout ça, c'est aussi bénévole. Donc, allez au-delà de la mission, chercher les valeurs qui sont développées à travers cette mission. Fille au père, pourquoi pas? Alors, fille au père. Fille au père, ce n'est pas la mission, là aussi, qu'il va falloir détailler. C'est quand on est fille au père, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher? Eh bien, la culture des autres, le perfectionnement d'une langue, donc c'est-à-dire vouloir parfaire une pratique, mais aussi s'ouvrir aux autres. On est quelque part dans cette culture humaniste qu'on retrouve dans cette circulaire de 2021. Vous voyez? Alors, je vois directrice de crèche, assistante maternelle, tout ça. Il y a bien aussi un encadrement, une posture professionnelle. Alors qu'on soit directrice de crèche ou assistante maternelle, on a bien un projet pour l'élève ou pour l'enfant. On s'adapte aussi à ses besoins, à son observation, tel que pourrait l'être, par exemple, en tout cas, ce qu'on retrouve aussi dans cette culture humaniste. Hein, on ne va pas mettre à profit un projet que nous souhaiterions mettre en œuvre, mais on va plutôt observer l'enfant, ses besoins, avoir une certaine rigueur aussi dans le travail, mais aussi, voilà, ça se travaille, mais mettre plus les valeurs que la fonction. Et n'oubliez pas, il y a quelque chose de fondamental qui peut vous aider, c'est le référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, je vous invite à aller le lire, le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et bien sûr, il va y avoir des attendus. C'est le cadre dans lequel vous allez devoir vous inscrire en tant que fonctionnaire d'État. Et là-bas, dans ce document, il y a des éléments qui peuvent vous servir à construire votre projet professionnel. Alors, si vous êtes plus axé sur l'école inclusive, vous avez travaillé auprès d'enfants autistes, vous pouvez très bien dire que dans un premier temps, vous souhaiteriez être professeur des écoles, et j'imagine
qu'au vu de votre parcours, vous souhaiteriez peut-être vous spécialiser dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap, notamment à travers le KPSH, qui est la spécialité pour être professeur auprès des élèves en situation de handicap. Voilà. Alors, j'espère que ce cours alors, vous a donné un certain nombre d'informations. Vous savez que le système éducatif, c'est une toile. Hein. Dès qu'on parle d'un sujet, on pourrait déboucher sur un autre. Alors, j'espère que ce qu'il va falloir retenir, ce sont les grandes dates, les grands principes, et savoir que pour ces grands principes, eh bien, vous avez une possibilité d'agir, c'est la pédagogie. Oui, le KPI, tout à fait. Le KPI, c'est la même chose qu'APSH, l'ancienne appellation. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que ça a été? Alors, ce que je vous demanderai, du coup, on me dit, Soit, comment te remercier pour ce cours gratuit que tu nous as proposé? Eh bien, ce serait de partager la plateforme Soit Admission, hein, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, de donner un avis, un petit commentaire, parce que les commentaires, parfois, valent mieux que les grands discours ou juste une petite phrase. Et puis, alors, sur le référentiel de compétences, vous pouvez le trouver sur education.gouv ou taper référentiel de compétences du PE. Hein. Mais voilà, pour revenir au partage, c'est ce que je vous demanderai, hein, de mettre des petits commentaires qui peuvent aussi donner une idée, parce que quand on ne connaît pas Soit Admission, eh bien on se dit il y a tellement aussi d'informations ou de propositions pour le concours de professeur des écoles. Donc je ne ferai pas de pub bien sûr sur ce que je propose, mais simplement eh bien, m'aider à avoir quelque part une plus large visibilité, voilà, sur les réseaux sociaux. Et le diapo, alors je vais mettre le replay sur la chaîne YouTube le temps qu'il se lance. Je le mettrai sûrement demain ou voilà, je vais voir. Hein. Mais je le mettrai sur la chaîne pour que vous puissiez le revisionner. Alors, la dernière diapo, tu me disais, Julie, c'est-à-dire. Ah oui, la dernière diapo, c'est sur l'arrêté de janvier 2021 sur le concours de professeur des écoles. Vous pouvez le trouver sur devenirenseignant.fr. Bon, bah écoutez, très bien. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end pascal et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir. Alors, j'arrête.